Louise Françoise, une mage à bal égocentrique de l'Académie de Tristan, a du mal avec la magie, ce qui lui vaut le surnom de Louise la Zéro. Cependant, lors d'un rituel d'invocation, sa tentative ratée provoque une explosion. Mais au lieu de rien, un garçon nommé Sato Hiraga d'un autre monde apparaît. Forcé de servir de familier, la marque mystérieuse sur la main de Sato suggère qu'il pourrait être bien plus puissant que quiconque ne le pense. Bienvenue dans le monde magique d'Alkeginia où l'Académie Tristan pour magiciens enseigne l'art de la magie. Pour son premier jour en tant qu'élève de 2e année, Louise de la Vallière se prépare pour l'école, portant un uniforme scolaire mignon où le professeur se présente à la classe comme Chevreuse la Lune Rouge et son élément d'attribut est la Terre. De plus, elle va leur enseigner la magie de la Terre pour l'année à venir. Les élèves, comme dans toutes les écoles, sont occupés à leurs propres affaires, ignorant tout ce qu'elle dit. Cependant, le scénario change quand elle pose une question à la classe. Mademoiselle Chevreuse sort les pierres pour démontrer quelque chose d'incroyable, et comme nous nous y attendions, elle transforme les simples cailloux en laiton, ce qui étonne tout le monde. Suite à cela, elle choisit Louise pour essayer ce simple sort et transformer des cailloux en un métal de son choix. Les élèves expriment leurs réserves, mais le professeur, ignorant les antécédents de Louise, insiste pour qu'elle exécute le sort. Et juste au moment où le principal pervers pense que cette année a plutôt bien commencé, ils entendent une forte explosion qui ruine l'humeur coquine du vieil homme. Il doit détourner son attention de sa secrétaire vers cette nuisance. Le sort de Louise met toute la classe sens dessus dessous. Malheureusement, bien qu'elle vienne d'une célèbre famille de magiciens, Louise a un taux de réussite de 0% pour lancer des sorts, ce qui lui vaut le surnom de Louise la Zéro de la part de ses camarades. Le professeur doit regretter de lui avoir donné sa chance. Sur le chemin du retour, des élèves se moquent de Louise à cause de ses piètres compétences en magie, et Louise, furieuse, les défie pour le rituel d'invocation. Mais au fond d'elle, Louise est rongée par une prise de conscience, reconnaissant qu'elle a pris un engagement qui dépasse ses capacités actuelles. Un sentiment de regret l'envahit lorsqu'elle réalise qu'elle n'aurait jamais dû se lancer un défi aussi colossal. Les choses prennent une tournure désastreuse pendant la cérémonie d'invocation des familiers, lorsque Kirsch et Gitch, les camarades de classe de Louise, invoquent avec succès une salamandre de feu et une grande taupe. Respectivement, quand vient le tour de Louise, les choses dérapent et elle invoque accidentellement un être humain qui ne comprend pas sa langue. Tout le monde est choqué de voir un être humain vivant invoqué, bien qu'il s'agisse d'un paysan sans cervelle. Elle veut réessayer, mais l'administrateur le lui interdit, car c'est un blasphème pour le rituel lui-même. Ce type est déjà choisi comme familier pour le reste de sa vie. Déçu, mais incapable de rompre avec la tradition du rituel, Louise passe un contrat avec Sato en l'embrassant, ce qui fait apparaître des runes sur sa main gauche. Sato est sous le choc en se retrouvant devant des humains vêtus d'habits inconnus. La confusion l'envahit alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il voit. Incapable d'en discerner le sens, Sato pense d'abord qu'il a été kidnappé, mais malheureusement, il s'est retrouvé piégé dans des situations encore plus complexes. Sato ouvre les yeux dans la chambre de Louise. Elle ordonne à son familier de travailler pour elle, sinon elle ne le nourrira pas, ce qui les amène à s'engager dans une relation à sens unique. Il essaie de se défendre et il est immédiatement réduit au silence en la voyant se déshabiller juste devant lui. Louise essaie de le faire taire avec un sort de silence, mais ça se retourne contre elle, et Sato peut soudainement comprendre et parler la langue de Louise. Elle lui parle du royaume et de l'invocation, ce qui est en fait la raison de son apparition ici. Soudain, alors qu'elle se tourne vers le mur, Sato s'échappe de la pièce en douce. Il aspire à s'échapper du bâtiment et à trouver un moyen de rentrer chez lui. De son côté, Louise le traque pour pouvoir le mettre en laisse. Lord Gitch s'est joint à elle deux pour capturer ce paysan en fuite et il finit par l'attraper grâce à sa magie aérienne. La fille, à forte poitrine, ne laisse pas passer cette occasion de taquiner son camarade et rit hystériquement en soulignant qu'un familier fuit son maître. Il échoue lamentablement dans cette tentative et est choqué de découvrir qu'il a été transporté dans un autre monde lorsqu'il voit les 2 lunes dans le ciel. Au Japon, Sato se promenait dans la rue quand il est tombé sur un portail étrange et l'a touché impulsivement. En touchant l'entrée, elle a entraîné Sato à l'intérieur et en un clin d'œil, il s'est retrouvé piégé dans ce monde étrange. Quand Sato se réveille le lendemain matin, il sent la douleur du fouet sur son dos et les chaînes qui le retiennent. Lui rappelant sa servitude envers Louise en tant que familier,
Mais il ne laisse pas cela entamer son moral, car aujourd'hui est un nouveau jour, et qui sait quelle aventure ou quel danger il pourrait apporter. Tiens, tiens, tiens. La journée commence avec Louise, qui enlève à nouveau ses vêtements devant lui, ce qui le déstabilise encore. Sato lui donne les vêtements qu'elle lui a demandé de laver et supplie Louise de le libérer de ses chaînes. Elle accepte à condition qu'il l'habille, et s'il ne suit pas ses ordres, il sera privé de repas. Le premier jour est toujours difficile au bureau. Après cela, il se dirige vers le petit déjeuner qui est digne d'un festin de mariage. Et le garçon d'un autre monde est impressionné de voir tous ces articles somptueux sur la table. Cependant, cela se transforme vite en déception, car ce repas est pour les nobles et non pour les paysans. De plus, Sato remarque la maigre quantité de nourriture que Louise lui offre, un simple morceau de pain, alors qu'elle se régale d'un somptueux festin digne d'une reine. Louise emmène Sato à l'endroit où tous les élèves de deuxième année jouent avec leurs familiers pendant leurs jours de congé et doivent communiquer entre eux. Là, Kurtz exhibe ses atouts et son familier à Sato, tout en s'assurant de rabaisser Louise la zéro dans cette démonstration. Cependant, son attention est vite détournée par une servante lors d'une rencontre fortuite, qui lui offre un sourire chaleureux. Elle explique à Sato le monde dans lequel il est piégé et les principes de vie définis pour les nobles et les paysans. Ceux qui peuvent utiliser la magie sont des nobles et les autres sont des paysans qui sont censés servir les nobles. Sato, qui se rebelle toujours contre l'arrogance des nobles et qui ne manque pas de se moquer du comportement volage de Gitch. Il expose la nature de coureur de jupons de ce noble devant toute la classe, ce qui crée une scène lors de cette fête. Cela ne plaît pas aux nobles, et les filles humilient Gitch devant toute la classe. Mortifié par son humiliation, il défie Sato en duel. Étonnamment, Sato accepte le défi et décide de le rencontrer au lieu indiqué. Louise l'avertit des conséquences et tente de chasser son familier du site. Mais Sato est déterminée à donner une leçon à l'arrogant noble. Contrairement à ses camarades, elle ne contrôle pas son familier. Elle regrette amèrement cette invocation, car elle sait ce qui l'attend. Pendant ce temps, Jen Colbert, qui était l'administrateur du rituel d'invocation, a fait des recherches sur la signification des mots gravés sur la main de Sato et les résultats le déconcertent tellement qu'il n'a pas pu s'empêcher d'approcher immédiatement le principal. L'expression sur le visage du principal dépeint la gravité de la situation alors qu'il ordonne au professeur de garder l'affaire pour lui seul. Il fait même sortir sa secrétaire du bureau pour qu'elle n'ait aucune idée de la rune qui est apparue sur la main de ce familier paysan. Sato a moins de 0% de chance de gagner contre un noble, mais il se rend quand même sur la place pour un face-à-face. À ce stade, je ne comprends pas pourquoi cet idiot choisit de se battre alors qu'il n'a rien. Louise fait de son mieux pour résoudre le problème, mais il semble que Gitch veuille se venger de l'humiliation. Le noble sort une valkyrie golem de laiton pour donner une leçon à ce petit paysan. Bien qu'il soit sévèrement battu par le golem de laiton invoqué par Gitch, Sato refuse de reculer. La blonde lui donne même la possibilité de s'excuser pour qu'il puisse en rester là. Mais Ego a déjà court-circuité le cerveau de Sato et il ne va pas l'avaler. Au bureau, le vieil Osmond révèle que cette rune est en fait une chose légendaire, reliant son histoire à l'un des coins perdus du Pentagone. Impressionné par la bravoure de Sato, Gitch lui lance une épée pour égaliser les chances. Il ignore les supplications et les ordres de son maître et ramasse l'épée, car il a décidé qu'il n'allait au moins pas baisser la tête devant un noble comme lui, car il s'agit de sa survie ici. Dès qu'il ramasse l'épée, les runes sur la main de Sato commencent à briller et toute la classe l'encourage. Étonnamment, la douleur disparaît et cela améliore sa force et sa vitesse. Lui donnant finalement des compétences dues à l'épée qu'il ne savait pas qu'il avait, il abat le premier golem de laiton d'un seul coup, choquant tout le monde autour de lui. Avec quelques frappes rapides, il abat plusieurs golems à la fois et met Gitch à terre. Sato bat Gitch d'une manière stupéfiante, le forçant à se rendre devant tout le monde. Le seigneur n'arrive pas à croire qu'une chose pareille puisse arriver, lui qui était si imbu de sa supériorité, persuadé que les nobles étaient les meilleurs. D'un autre côté, le triomphe de Sato est de courte durée, car il s'effondre de fatigue dès qu'il retire sa main de l'épée, et le poids de la bataille pèse lourdement sur lui alors qu'il tombe au sol, perdant connaissance. Colbert et le directeur Haussmann commencent à soupçonner que Sato pourrait être un familier légendaire, sa victoire sur Gitch étant la dernière d'une série d'exploits remarquables. Sato se réveille après 3 jours et 3 nuits d'inconscience, et la servante révèle que Louise s'est occupée de lui avec diligence pendant son état d'incapacité.
Un mélange d'émotions l'envahit. Tremblant de gratitude, il jette un coup d'œil à Louise, qui dort à proximité, visiblement épuisée par son dévouement inébranlable à son bien-être. Le rebondissement de l'histoire. Et je parie qu'à partir de maintenant, les choses vont prendre une tournure pour Sato et Louise. En conséquence de la maladie de Sato qui a duré 3 jours, Louise lui donne des tas de linge à laver, et quand Sato ne termine pas la tâche à temps, Louise le réprimande. Cependant, le pauvre garçon ne discute pas avec elle, considérant qu'elle s'est occupée de lui pendant 3 jours d'affilée. Il est vraiment touché par ses soins, mais elle détruit ses sentiments en lui disant que c'était juste une relation maître-esclave et qu'il n'y avait rien de plus profond. Un pauvre garçon a du mal à gérer ce petit bazar. Après cela, il regarde les autres familiers, qui sont tous des bêtes ou des créatures, ce qui lui fait regretter de faire partie de ce troupeau, bien qu'il soit un humain. Soudain, Louise lui pince l'oreille et lui demande de l'escorter rapidement en classe après avoir lavé les vêtements. Kurtz observe la scène de loin et il est évident qu'elle commence à apprécier notre mignon petit. La scène change et nous sommes maintenant dans la salle de classe dirigée par le même professeur d'élémentaire. Le cours d'aujourd'hui porte sur la combinaison des éléments pour créer une magie plus puissante. Saisissant l'opportunité, le bellâtre fait un jeu de mots sur quelqu'un qui ne peut même pas utiliser un seul élément, détournant l'attention de tout le monde vers une seule fille. Et c'est notre Louise. C'est le moment où Sato réalise pourquoi toute sa classe appelle Louise 0, alors qu'il quitte la classe. Sato se moque de Louise avec une chanson, contenant des paroles qui l'humilient pour ses incapacités. Angoissée par son insulte, Louise le punit en lui supprimant des repas pour chaque 0 qu'il a mentionné. Eh bien, elle n'a aucun sens de l'humour non plus, et maintenant ce pauvre garçon doit payer pour ses moqueries stupides. Sato, l'estomac vide, est au bout du rouleau. Alors il essaie de la flatter, ce qui marche, puisqu'elle accepte ses excuses et est d'accord pour lui donner un repas pour la nuit. Cependant, les choses tournent mal quand Sato mentionne que ses seins sont aussi de taille 0. Pour Louise, c'est encore pire que de ne pas avoir de compétences magiques. Alors elle décide de le faire dormir hors de la chambre, en plus de ne pas lui donner de nourriture. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser sa langue fourcher. Dans le couloir, Siesta trouve Sato qui grelotte de froid devant la chambre et l'emmène à la cuisine, où tous les autres paysans applaudissent Sato pour sa victoire sur la noble. On lui sert de la nourriture délicieuse, et Sato est devenu très populaire parmi les roturiers qui l'appellent maintenant notre épée. Ils sont fiers de son exploit contre cette noble snob. Le chef cuisinier commence à se comporter bizarrement et essaie de l'embrasser, mais il le repousse, ce qui rend la scène vraiment gênante. Une fois le repas terminé, Siesta révèle que pendant que Sato était sur le point de sombrer dans le coma, Louise a acheté pour lui l'un des élixirs les plus chers, ce qui lui a sauvé la vie. Siesta invite Sato à déjeuner pour qu'ils puissent avoir une longue conversation paisible, et Sato accepte volontiers son offre. Il est émerveillé par sa gentillesse. Les choses ont empiré lorsqu'une noble de Germanie, Kersh, choisit Sato comme son prochain petit ami dans le cadre d'un plan machiavélique. Elle utilise sa salamandre pour l'enlever et l'emmener dans sa suite. Elle essaie de le séduire avec sa belle silhouette et ses talents de séductrice, et est sur le point d'embrasser Sato lorsque son petit ami actuel, qui se fait appeler Styx, se présente. Cependant, elle le repousse, mais on dirait que c'est une prostituée car un homme après l'autre commence à se présenter à sa fenêtre, lui demandant de les brûler avec son amour. Mais elle n'est intéressée que par ce paysan, alors elle le domine. Frottant ses gros melons sur sa poitrine, le vénard semble succomber à ses charmes, et ils s'embrassent érotiquement. C'est alors que Louise intervient, gâchant le plaisir de tout le monde. Vous, les nerds, sortez aussi vos mains de vos pantalons. Elle s'en prend à Sato pour son attirance inébranlable pour son corps, le punissant avec une cravache utilisée pour fesser les chevaux. Elle évacue sa frustration, le frappant encore et encore. Sato utilise la force pour l'arrêter et accuse Louise d'être jalouse de Kersh parce qu'il l'a choisie, elle, plutôt que Lois. Quoi qu'il en soit, elle précise que son problème est en fait un problème familial. Les Herbst et sa famille sont toujours sur le fil du rasoir. Elle ne peut donc tolérer que son familier ait une quelconque relation avec une putain de Zerbst. Après avoir considéré le talent caché de Sato à l'épée, Louise l'entraîne en ville pour lui en acheter une. Kersh approche Tabitha et lui demande de suivre Louise et Sato, qui viennent de partir à cheval. Tabitha utilise son familier mythique pour poursuivre un couple à cheval. Sur la demande de Lois pour une épée plus épaisse et plus grande, le commerçant sort son article le plus exquis,
C'est l'épée du célèbre mage alchimiste Halling de Germanie. Mais Loïs ne parvient pas à acheter une épée à 3000 pièces d'or, et ils doivent se contenter d'une épée à l'aspect rouillé. La noble était plus pauvre que nous le pensions, car elle n'avait qu'une centaine de pièces dans sa poche. Kersh, de son côté, les espionne en ville. Elle achète l'épée coûteuse de Germanie pour seulement 500 pièces en séduisant le commerçant avec son physique avantageux, vantant fièrement ses atouts pour le faire craquer. Sato adorait cette épée, car elle était 1 million de fois meilleure que sa vieille épée rouillée. Ce cadeau attise son conflit avec Louise, tandis que Sato accepte les 2 cadeaux pour apaiser la situation. C'est alors que l'épée de Sato se révèle être l'épée parlante, Dürflinger, ce qui l'impressionne beaucoup, et il décide de prendre cette épée rouillée. L'aube se lève avec une lourde charge de travail pour le directeur. Le comte Mott apporte une lettre d'information du palais royal, informant Haussmann que Fouquet, le sculpteur, est à la recherche d'un trésor caché dans l'école, le bâton de la destruction. Ce voleur utilise sa magie pour voler les trésors des nobles. En réponse, Haussmann assure qu'il respecte scrupuleusement les instructions royales, et il est assez confiant quant à sa sécurité, car elle est protégée par plusieurs couches de magie de mages de classe carrée. Pendant ce temps, le directeur Haussmann continue de harceler la secrétaire, avec qui il est clair qu'on ne peut pas continuer à plaisanter. Siesta aide le naïf familier Sato. Elle lui apprend à laver les vêtements de soie. La conversation se poursuit et ils partagent un peu de leurs sentiments l'un envers l'autre. Sur le chemin du retour à sa chambre, Kurtz l'attire dans sa chambre pour lui offrir gratuitement l'épée exquise qu'elle a achetée pour lui. Eh bien, il y a un dicton qui dit que rien n'est gratuit dans ce monde. Bien que Sato hésite à entrer dans la pièce avec elle, il est toujours submergé par l'épée. Kurtz a les yeux rivés sur Sato, prête à tester les ressorts à tout moment. Sato se demande pourquoi une femme qui fait tourner tant de têtes s'obstine à coucher avec un simple familier. Cependant, mécontent de ses remarques sur son apparence, il commence à se diriger vers la sortie. Kurtz persuade Sato avec des cadeaux, qu'il s'agisse de sa poitrine remarquable ou d'un objet magique infâme. Mais Sato se soucie peu de ses offres. Soudain, Louise ouvre la porte en claquant, cherchant Sato, et le sauve de la convoitise de Kurtz, préservant sa virginité pour un autre jour. Après être entré dans la pièce, il se fait gronder par sa maîtresse pour s'être fait chasser si facilement par Kurtz. Alors elle le frappe à nouveau avec la canne. Le lendemain, Sato se retrouve dans la cuisine en errant dans l'école. Il se renseigne sur Siesta auprès du chef cuisinier qui l'informe qu'elle a été forcée au service de la maîtresse du comte Mata. Dégoûté par le manque de considération du noble pour les roturiers, Sato décide de la ramener. Sato s'associe à Gitch pour se rendre au manoir. Mais il est arrêté par les gardes qui l'amènent devant le comte, qui essaie de passer un bon moment avec sa nouvelle maîtresse. Il écoute le plaidoyer de Sato et sa bravoure à faire n'importe quoi en retour. Alors, en échange de l'épargne de sa vie et de celle de Siesta, le comte demande un livre d'héritage familial particulier d'une famille de Germania, alors que le comte détaille les attributs et la signification du livre et de ses biens. Sato est frappé d'une soudaine prise de conscience, concluant que le livre pourrait bien appartenir à Kurtz. Dans un élan de détermination, Sato décide rapidement de retourner à l'académie. Il croise Louise qui monte à cheval pour lui sauver la mise. Il saute sur le cheval et retourne à l'institut avec elle. Elle lui dit d'oublier Siesta, car elle est maintenant une servante de statut royal. Après qu'elle s'endorme, Sato se faufile dehors et se dirige vers la chambre de Kurtz. Il demande le livre à Kurtz, qu'elle est prête à lui donner puisqu'elle n'est pas très portée sur la lecture. Mais elle exige qu'il couche avec elle d'abord. Quelle chance! Cependant, écœuré par l'attitude habituelle des nobles qui exploitent les paysans, il refuse de satisfaire ses exigences et claque la porte avec colère. Sato monte à cheval et se dirige vers le palais afin d'affronter le comte Maud seul. Avec l'épée coûteuse de Kurtz, notre jeune paysan se faufile dans l'établissement, mais finit par se faire attraper par les gardes et des chiens magiques. Il sort l'épée, défiant le comte, mais contrairement à son expérience précédente, ses runes ne s'activent pas car c'est une épée ornementale qui n'est pas faite pour le combat. Il a du mal à soulever ça. En réponse à son comportement insolent, le comte le corrige avec sa magie. Louise et les autres arrivent juste à temps pour empêcher l'exécution de Sato. Louise s'excuse immédiatement auprès de Maud pour le comportement de son familier, acceptant n'importe quelle punition en son nom.
Kurtz a accepté de donner le livre au comte Maud en échange de la liberté de Siesta et du pardon de l'offense de Sato. Sato aperçoit le livre de famille et il est surpris de constater que ce n'est qu'un vieux magazine de blagues japonais. Personne ne s'en soucie, car ils sont incapables de le comprendre puisqu'il a été invoqué d'un autre monde. Et le comte Maud s'en fiche aussi parce qu'il voulait juste acquérir ce livre. Il est satisfait et ordonne à ses gardes de leur remettre Siesta. Sur le chemin du retour à l'académie, Siesta remercie Sato d'avoir risqué sa vie. Elle embrasse Sato sur la joue et s'enfuit immédiatement. Après cela, il se dirige vers l'écurie pour rencontrer Louise, mais elle n'est pas prête à avoir une conversation avec lui, car elle est vraiment en colère contre lui pour toutes ses bêtises et réfléchit à la bonne punition pour son comportement. Elle a plein de punitions sévères en tête pour lui faire payer ses idioties, et le simple fait de les énumérer suffit à faire paniquer Sato. Il la supplie d'avoir pitié de lui, mais elle est têtue, décidée à le punir pour son attitude de Robin des Bois. Ce serait une mauvaise journée au bureau pour l'homme exotique. La nuit est sombre, avec 2 lunes dans des phases différentes, brillant intensément dans le ciel. Dans cette lumière rasante, une dame aux cheveux verts et portant un manteau entre dans l'enceinte de l'école. Cette dame n'est pas une étudiante ordinaire, car elle utilise une magie spatiale pour se téléporter dans le bâtiment à l'aide d'un portail. Elle disparaît dans l'air, comme si elle n'avait jamais existé à cet endroit. Tu es sérieux? Le voleur a frappé, emportant les bijoux qui étaient enfermés dans un coffre au trésor. Le lendemain matin, une dispute éclate dans la suite de Louise, car elle réprimande anxieusement son esclave pour son manque d'éloquence, d'éthique et de manières. Dans le chaos récent, Louise avait presque oublié l'exposition à venir, où tous les étudiants de 2e année présenteront les compétences de leur familier. Et maintenant, l'exposition des nouveaux familiers n'est plus qu'à un jour, et Louise se sent plutôt déprimée à ce sujet. Au contraire, Sato se fiche de ce bazar et plaisante sur ses talents de laveur de culottes. Louise, déjà déprimée, ne peut s'empêcher de sortir les fouets sur Sato quand il se moque d'elle en proposant d'exposer ses culottes à l'exposition. Bien qu'elle s'inquiète pour de bonnes raisons. Non seulement Sato n'a rien d'impressionnant à montrer, mais cette année, la princesse de Tristan est également présente, ce qui rend l'événement encore plus important. Soudain, elle a l'idée d'exposer ses talents à l'épée, mais ce bon à rien lui dit qu'il n'a même pas pu ramasser l'épée correctement au manoir du comte. Quoi qu'il en soit, il décide de réessayer, en balançant son épée parlante dans le sol, mais rien de magique ne se produit pour lui. Finalement, il abandonne et c'est à ce moment-là que Siesta arrive, ce qui le fait rougir. Elle lui parle de Lady Henrietta, qui pourrait être la princesse dont nous avons parlé plus tôt. Dans le bureau du directeur, la secrétaire l'informe des préparatifs, mais ce vieux schnock est plus intéressé à jeter un coup d'œil à sa culotte avec sa souris espionne. Tous les élèves aiguisent les compétences de leurs familiers pour impressionner la princesse. Toute la classe de 2e année se prépare à l'exposition avec zèle, sauf Louis et Sato. D'un autre côté, Longueville interroge le professeur Colbert sur la raison du déplacement des gardes du trésor vers la porte, ce à quoi Colbert répond que le manque de gardes est la raison de ce déplacement. De plus, il est confiant que le sculpteur n'osera pas rôder dans l'académie en présence de la princesse et de tant de gardes sur les lieux. Il est tranquille à l'idée de laisser la salle du trésor sans surveillance, car même les mages de niveau triangle n'ont aucune chance contre cette porte. Le jour est arrivé où la princesse va ravir les yeux de tous. Tout le monde est émerveillé par la beauté envoûtante de la princesse qui salue gracieusement les hôtes. Dans la nuit, un visiteur dans la chambre de Louise se révèle être la princesse Henrietta, son amie d'enfance. Les 2 amis s'étreignent, se remémorant leurs beaux souvenirs d'enfance ensemble. La princesse l'informe qu'elle avait terriblement envie de la rencontrer après la mort de son père, car elle n'avait personne à qui se confier. La princesse révèle qu'elle a sauvé Louise et son courageux familier des poursuites judiciaires après l'incident chez le comte Motte. Elle parle de beaucoup de choses, se faisant pleurer l'une l'autre. Le lendemain, comme prévu, le public éclate de rire devant la piètre démonstration d'escrime de Sato. Ils deviennent la risée de tous. Louise et son familier quittent l'exposition et retournent dans leur chambre pour éviter d'autres humiliations. Pendant que tout le monde est occupé par la cérémonie, Fouquet, la sculptrice, tente de pénétrer dans la chambre forte, mais échoue. Après cela, elle essaie de forcer la salle du trésor de l'école en utilisant son golem féroce,
Mais c'est encore une déception, car la chambre forte est bien trop résistante. Le duo qui se dispute arrive au point d'infiltration, déconcertant la voleuse, qui lance une attaque contre ces deux-là en utilisant son golem. Louise essaie de l'arrêter avec sa magie, mais manque sa cible et frappe presque Sato. Eh bien, ce tir manqué s'avère être une bénédiction pour la voleuse, car l'attaque affaiblit le mur. Cela permet à Fouquet de le rompre davantage en utilisant la puissance de son golem. Elle vole avec succès le légendaire bâton de destruction et s'échappe de là, remerciant Louise pour son aide. Elle jette Sato d'une grande hauteur, mais il est finalement sauvé par le familier de Tabitha. Le voleur laisse un mot sur les murs de la chambre forte, se moquant du directeur. L'équipe d'enquête tente de retrouver le voleur, mais ne parvient à trouver aucune trace de lui. De par la façon dont Fouquet utilisait le golem, Louise est certaine qu'elle est au moins un mage du triangle, tandis que Sato est heureux qu'ils aient tous les deux survécu à ça. À ce moment précis, la princesse arrive en courant et est heureuse de voir que son amie est saine et sauve. Elle dit à Louise que ce n'était pas de sa faute, donc elle n'a pas besoin d'être triste à ce sujet. Le palais royal va se pencher sur cette affaire. Après cela, elle prend congé, souhaitant revoir sa chère amie dans un avenir proche. Le lendemain matin, Kirsch passe un bon moment avec Sato, qu'elle nourrit avec les fruits les plus exotiques de Germanie. Pendant ce temps, Louise s'irrite de voir cette stupidité se produire devant elle. Elle essaie de se contrôler, mais elle finit par exploser, criant à sa camarade de classe qu'il est inapproprié de nourrir le familier de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Kirsch révèle que la princesse Henrietta est blâmée pour cet incident malheureux, car la sécurité du coffre-fort a dû être désactivée à cause d'elle. De plus, des rumeurs courent selon lesquelles la princesse a visité l'Institut malgré les avertissements de ses conseillers, ce qui la met dans une très mauvaise posture dans cette affaire. Un membre du personnel fait irruption dans la salle de classe, demandant à Louise et Tabitha de se rendre au bureau du directeur. Le directeur Haussmann convoque ses témoins de l'incident. Mais étonnamment, Kirsch se joint à elles aussi. Bien qu'elle n'ait été nulle part près de l'incident, Longueville informe tout le monde des détails de l'enquête, en commençant par le croquis du nombre qui a été vu entrant et sortant de la forêt. Elle remet le croquis au vieux Haussmann, croquis qu'elle a préparé après avoir analysé les témoignages de chacun. Au premier coup d'œil sur le croquis, Louise identifie la jeune fille comme Fouquet, ce qui crée le chaos dans la pièce. M. Colbert suggère qu'il devrait en informer le palais, mais Haussmann rejette la proposition de demander l'aide de la bureaucratie. Il estime que la bureaucratie entraînera des retards inutiles et qu'ils doivent récupérer eux-mêmes le bâton de destruction volé. Il insiste sur la nécessité de rétablir la crédibilité et l'honneur de l'Institut, qui ont été ternis par le voleur. Alors que tous les professeurs érudits se retirent du combat, Louise se porte volontaire pour aller l'attraper. Avec Kirsch et Tabitha, le vieux schnock est impressionné par leur passion. Et il est satisfait que Tabitha se joigne à eux, elle qui est déjà chevalier à son jeune âge. À ce stade, je commence à soupçonner Mademoiselle Longueville, car elle agit de manière assez suspecte. Ils se rendent au lieu de la dernière observation de Fouquet, escorté par Longueville, en chemin vers une maison d'apparence misérable. Saito pose une question sincère sur la possibilité que Fouquet soit un noble, comme elle est une mage. Cependant, Longueville révèle que Fouquet n'est plus un noble, mais plutôt un paysan déchu. Elle estime que tout le monde ne naît pas paysan, mais que certains nobles sont rétrogradés au rang de paysans pour leurs actes. Et Fouquet est l'un d'eux. Voici un rebondissement. Mademoiselle Longueville avoue qu'elle est aussi une noble déchue, ce qui choque tout le monde, et les force à poser des questions étranges à la secrétaire. Le sujet dérive rapidement, se transformant en une bagarre de chat entre Louise et Kirsch à propos de Saito. Kirsch donne du fil à retordre à notre garçon, l'attirant avec des choses chères comme l'épée et ses obusiers. Ils arrivent tous au lieu où se trouve Fouquet, au milieu de nulle part. Ils envoient Sado faire un repérage et attendent son signal. Sado inspecte les lieux et leur signale d'entrer dans la maison vide. Louise monte la garde à l'extérieur pendant que Mademoiselle Longueville propose d'explorer les environs. Tabitha, Sado et Kirsch entrent dans la maison, où, après quelques recherches, Tabitha découvre le bâton de destruction caché dans une boîte en bois dans un coin. Ils sont sur le point de vérifier l'intérieur de la boîte lorsque le golem de Fouquet apparaît à l'extérieur. Kirsch et Tabitha se battent avec leur puissant sort d'air et de feu, mais cela n'affecte pas du tout le golem, qui continue de secouer les environs. Louise veut se faire un nom, et elle aspire à vaincre le golem et à laver toutes les humiliations de ses camarades de classe, mais elle échoue.
Sado se précipite pour la sauver du coup de poing du golem et parvient difficilement à s'en sortir. Oh mon Dieu! Il la gifle pour cette idiotie, la faisant pleurer parce qu'elle est inutile et que tout le monde se moque d'elle. Après l'avoir confiée à Tabitha, il se dirige vers le golem en utilisant une épée exotique de Germanie, qui se brise dès qu'elle entre en contact avec le golem. À ce moment-là, les épées parlantes se réveillent, lui ordonnant de la dégainer. Il la sort immédiatement, et les runes sur sa main brillent à nouveau, le faisant se sentir plus léger et plus rapide. Il parvient à taillader les jambes du golem, mais elle se reforme. Louise essaie d'aider en utilisant le bâton de destruction, que Sado réalise être un lance-roquette M72. Grâce à ses capacités activées par les runes, il tire sur le golem et le détruit. Au lendemain de l'incident, Mademoiselle Longueville fait une révélation choquante. Elle est Fouquet, la sculptrice qui s'est déguisée en secrétaire pour mener à bien sa mission. Elle a orchestré ce scénario pour découvrir comment utiliser le sceptre. Elle savait que seul Sado pouvait manipuler le sceptre de destruction. Longueville vise le lance-roquette pour les éliminer tous d'un coup, mais elle ignore tout des armes terrestres. Elle essaie de tirer, mais le lance-roquette s'avère être une arme à usage unique. Sado saisit l'occasion et assomme Fouquet, sauvant tout le monde. Plus tard, Haussmann applaudit le courage admirable dont ont fait preuve les étudiants, et ces derniers pourraient recevoir des cadeaux officiels pour leur bravoure. Cependant, Sado, le véritable héros de l'incident, ne recevra rien en retour pour son combat, car il n'est qu'un simple paysan. De toute façon, Sado s'en fiche et demande autre chose en échange. Ce qu'il veut, c'est des informations sur le lance-roquette. Haussmann révèle qu'il a trouvé l'arme terrestre il y a environ 30 ans. À cette époque, il combattait un monstre quand un homme d'un autre monde, vêtu d'un uniforme étrange, l'a sauvé. De plus, l'homme avait de graves blessures et il ne pouvait pas se remettre de ses blessures. Il n'a donc pas eu l'occasion de discuter avec lui. Il a utilisé un de ses 2 bâtons pour lui sauver la vie. Après la mort de l'homme, Haussmann l'a enterré et a gardé le bâton restant. L'école organise un bal pour célébrer cet accomplissement et Louise demande à Sado de danser et le remercie de l'avoir sauvé. Elle croit enfin qu'il vient d'un autre monde. Et il accepte enfin d'être son familier. Nous sommes au palais, où le duo maître familier rend visite à la princesse. Henrietta félicite Louise pour avoir capturé Fouquet et lui donne le titre de chevalier car elle est fière de l'accomplissement de son ami. Elle remercie Sado aussi et lui tend la main. Cependant, Louise n'est pas à l'aise avec le fait que la princesse tende la main à un paysan. Louise demande à Sado d'avancer et d'embrasser la main de la princesse, mais il comprend mal tout et l'embrasse sur les lèvres après une hésitation. Cette action inattendue surprend les 2 meilleurs amis, tandis que la princesse perd connaissance à cause de cela. Agonisée par l'embarras causé par son familier, Louise implore le pardon et frappe Sado pour son comportement insolent. Elle le force à s'excuser auprès d'elle, mais il lui reproche de ne pas avoir été clair dans ses instructions, ce qui peut être trompeur pour un roturier comme lui. Cependant, la princesse est un être doux qui pardonne facilement à Sado, considérant cette action comme une récompense pour son service. Suite à cela, elle leur demande une faveur, demandant à Louise et Sado de passer quelques jours dans le village voisin et de travailler secrètement pour déterminer si des nobles profitent des roturiers. Au départ, la princesse elle-même considérait ces nouvelles comme de simples rumeurs. Mais l'incident du comte Motte l'a incité à mener une enquête approfondie sur la question. Par conséquent, elle a besoin de ses plus fidèles pour dévoiler la vérité derrière ces rumeurs. Dans le village, Louise et Sado se déguisent en roturiers et se promènent dans les rues à la recherche d'un cheval et d'un hôtel où séjourner. Cependant, leur budget ne leur permet pas de s'offrir un cheval dans un endroit équivalent au statut de Louise. De plus, Louise perd naïvement tout leur argent dans un casino où elle espérait augmenter leurs fonds. C'est elle qui, à elle seule, a dilapidé tout l'argent, Sado n'étant pas là pour l'aider. Sado lui conseille de demander plus d'argent à la princesse, mais Louise n'est pas prête à le faire car elle estime que c'est une faveur personnelle et qu'il n'est pas facile de réunir autant de fonds. Ils se disputent à ce sujet lorsqu'ils croisent un homme qui danse dans une tenue étrange. Sado et Louise trouvent du travail dans une taverne appelée La Fée Charmante. Dirigée par Skaren et sa fille Jessica, Louise travaille comme serveuse, habillée comme les autres exhibitionnistes de Skaren, appelée Fée, et Sado travaille comme plongeur où il est en contact étroit avec Jessica, au grand déplaisir de Louise. Il n'est pas étonnant que la jalousie soit justifiée, car Jessica est vraiment un bonbon pour les yeux. Skaren organise un concours pour les serveuses.
Il y a une compétition entre les filles de l'auberge, celle qui reçoit le plus de pourboire reçoit une grosse récompense et la chance de porter un costume de soubrette spécial, qui est l'héritage de leur homonyme, le corsage de la fée enchanteresse. La tenue est enchantée avec une magie qui charme les gens, donnant à cette personne une chance de gagner un grand nombre de pourboires en retour. Dans le passé, les filles ont grandement bénéficié de cette robe. Cela crée beaucoup de tensions entre les serveuses et Louise se sent obligée de participer, malgré son manque d'expérience. Mais Louise est une noble qui ne supporte pas l'attitude aguicheuse des paysans envers elle. Elle continue de frapper les clients les uns après les autres. Quiconque essaie de la harceler, elle a déjà gâché ce travail. Mais Sado essaie de la calmer, affirmant qu'elles n'ont pas d'autre option que celle-ci. Elles ont un endroit pour dormir et de la nourriture gratuite à manger. D'un autre côté, un lien solide se développe entre Jessica et Sado. Louise les foudroie du regard quand elle les entend éclater de rire. Sado passe un bon moment avec elle, se concentrant pleinement sur sa forte poitrine, ce qui rend Louise encore plus complexée. Dans la pièce, Jessica révèle qu'elle sait que Sado et Louise ne sont pas frères et sœurs. De plus, Louise est plutôt une noble déguisée en roturière. Elle attire Sado avec son corps, lui proposant de lui apprendre des choses coquines en échange de la révélation du secret. Mais soudain, Louise entre dans la pièce et gâche le plaisir. Sado essaie de dissimuler, mais elle lui donne un coup de pied dans les noix pour lui faire perdre ses sens. Après une dispute animée entre les filles concernant les mauvaises performances et la petite poitrine, Louise traîne Sado hors de la pièce, regrettant son sort dans ce scénario. Le dernier jour de la compétition, un percepteur d'impôts noble, qui se fait appeler Chelin, entre dans l'auberge avec un certain nombre de gardes. Quand Skaren essaie d'expliquer que l'auberge est déjà pleine, le noble la vide de force, de manière coercitive. Il s'assoit à la table, se moquant du propriétaire parce qu'elle est vide. Pendant ce temps, Jessica informe Sado à propos du gros qui collecte les impôts et qu'ils ne peuvent pas lui résister. De plus, il ne laisse pas de pourboire après avoir tout consommé. Toutes les filles s'enfuient de là car elles ne veulent pas servir cet homme. Étonnamment, quelqu'un s'approche de la table. Apparemment, c'est Louise car elle veut séduire ce noble pour gagner la journée. Cependant, le gros ne s'intéresse pas à elle et fait une blague en disant que Skaren a commencé à employer des hommes ici. Il se penche pour regarder de plus près sa poitrine afin d'en déterminer la taille exacte. Eh bien, ça n'arrivera pas. Et comme prévu, Louise le frappe et lui donne un coup de pied au visage. Il est furieux maintenant et essaie de frapper Louise, mais Sado le défie, bien qu'il ait oublié son épée dans la chambre. Après cette pitoyable démonstration de courage, les gardes se précipitent pour les attaquer. Enfin, nous avons trouvé quelqu'un d'intelligent et cette personne est Louise, qui avait emporté sa baguette au cas où il y aurait une urgence. Elle sort la lettre d'autorité de la princesse, ce qui choque tout le monde dans la pièce. Le noble implore le pardon et laisse une grosse somme d'argent en échange de son impolitesse. Louise lui demande de ne pas parler de cet incident et de ne jamais revenir ici s'il veut rester noble. Après cela, il s'enfuit avec ses gardes. C'est ainsi que le duo sauve le commerce de la taverne. Toutes les filles décident de la désigner gagnante parce qu'elle a obtenu des dizaines de sacs de pièces du noble. De retour dans la chambre, Louise porte la tenue de soubrette, ce qui surprend Sado, qui ne trouve pas les mots pour décrire la beauté de Louise. Un individu mystérieux arrive à la prison royale pour secourir Fouquet le sculpteur, dont le vrai nom est Mathilda de South-Gotha. Sado et Louise retournent à l'académie, qui semble plus calme que d'habitude. Le pervers de Sado la touche à des endroits bizarres, ce qui gâche son humeur. Louise explique que les vacances d'été ont commencé et que les élèves sont en effervescence alors qu'ils planifient leur voyage ou rentrent chez eux. Ils croisent Kirsch et Tabitha, qui montent dans la calèche. Ils sont surpris de voir Louise encore là, car ils pensaient qu'elle était déjà partie. Kirsch décide d'accompagner Tabitha dans son voyage de retour. Tabitha serre Sado passionnément dans ses bras, l'étouffant dans sa poitrine avant de partir. Quel vénard ce type! En chemin, Kirsch révèle qu'elle s'est enfuie de son pays natal parce que sa famille la forçait à épouser un vieil homme, juste parce qu'elle s'amusait. Ils l'ont forcée à quitter l'école et ont décidé de la marier pour sauver leur image. Soudain, leur carrosse s'arrête et un fermier les informe du problème qui les attend. Ils sont obligés de changer de route à cause du débordement du lac voisin ces derniers temps, qui a submergé une ville entière. À l'école, Louise est revenue à sa nature désagréable, imposant une charge de travail énorme au pauvre Sado avec un ton méchant. Quoi qu'il en soit, Sado sort de la pièce pour faire la lessive, la laissant brûler dans les flammes de la jalousie.
Dans le jardin, il tombe sur Gitch et Montmorency, qui se disputent comme un couple ordinaire pour des broutilles. Soudain, les yeux de Sado se posent sur une énorme marmite en métal contre le mur. Il a une idée et il emprunte l'énorme marmite en métal au chef cuisinier et l'emmène derrière les buissons, près du mur. L'épée s'interroge sur ses intentions, mais il lui demande d'attendre la nuit avec un sourire malicieux. De l'autre côté, Kirsch tremble de choc quand elle apprend que Tabitha appartient à la famille royale de Gallia. Kirsch apprend que le vrai nom de Tabitha est Charlotte et qu'elle est la princesse de Gallia. Le majordome sert le thé à Kirsch et prend soin d'elle pendant que son ami quitte la pièce. Tabitha doit être en route pour rencontrer les membres de sa famille. Alors elle se retrouve devant la porte d'une pièce. Elle frappe et entre dans la pièce, se dirigeant vers le canapé près de la fenêtre. C'est la mère de Tabitha, qui a l'air malade et commence à se comporter bizarrement en la voyant. Dans le salon, Kirsch est curieuse de connaître la raison pour laquelle elle a caché son identité et s'est enfuie pour étudier à l'étranger. Alors elle en parle au majordome. Il commence à lui raconter l'histoire d'Orléans, mentionnant qu'après le décès du grand-père de Tabitha, son oncle a commencé une lutte pour le trône et a conspiré à l'assassinat de son père. Le père de Charlotte était plus talentueux et plus apte au trône, mais il était le deuxième dans l'ordre de succession. Tout le palais était divisé en deux, chacun prenant parti. Au milieu de cette bataille, le prince Orléans a été assassiné par une conspiration, recevant une flèche dans le cœur. Après en avoir fini avec lui, ils ont décidé de s'en prendre à Charlotte. Alors, ils ont élaboré un plan et ont invité la femme et la fille d'Orléans à un banquet. La mère de Tabitha est tragiquement devenue folle après avoir bu une potion, ce qui a laissé une cicatrice dans le passé de Tabitha. En réalité, la dame s'est sacrifiée pour sauver sa fille parce qu'elle avait deviné qu'il y avait quelque chose de mélangé dans la boisson. Le nom inventé est en fait le nom de la jolie poupée que sa mère lui avait donnée. Depuis cet incident, personne n'a essayé d'ôter la vie à la maîtresse, mais a plutôt utilisé ses pouvoirs magiques à son avantage, en lui confiant les tâches les plus difficiles. La raison de son retour à la maison est de remplir une mission de son oncle, le roi de Gallia. De retour à l'académie, le chevalier est arrivé, et Sato prend un bain chaud dans l'énorme marmite. C'est donc ce qu'il avait prévu ce matin. Il adore ça. Juste à ce moment-là, Siesta passe par là. Elle remarque cette énorme marmite dans le sol. Alors elle s'approche pour jeter un coup d'œil et a peur de voir notre garçon sortir de l'eau bouillante. Après une petite conversation, elle décide de le rejoindre et se déshabille devant Sato. Du côté des tourtereaux, l'ambiance se réchauffe quand Montmorency découvre l'infidélité de Gitch. Prise d'une crise de jalousie, elle décide de concocter une potion d'amour appelée aphrodisiaque et la glisse dans la boisson de Gitch. Tandis qu'elle se promène sur la pelouse. À la recherche de Sato, elle tombe sur lui quand Louise le trouve en train de prendre un bain avec Siesta. Prise entre la jalousie et la tromperie, elle interrompt la conversation de Gitch et Montmorency et boit accidentellement la potion d'amour. Dans le bain, Siesta interroge Sato sur son pays et est choquée d'apprendre qu'il n'y a qu'une seule lune dans son pays et qu'il n'y a pas de concept de noble et de paysan. Chacun peut vivre sa vie pleinement selon ses choix. Siesta révèle que son grand-père disait aussi qu'il n'était pas d'ici et qu'il venait de Skies. Quand Sato retourne dans sa chambre, il est accueilli par une Louise complètement amoureuse. Elle tombe éperdument amoureuse de lui. Sato est complètement déconcerté par ce changement radical de comportement. C'est alors que Montmorency révèle la vérité derrière ce changement radical. Pendant ce temps, Kirsch fait de son mieux pour réconforter son amie et s'assurer qu'elle se sente en sécurité chez elle. Les choses ont pris une tournure étrange, car Louise continue son comportement amoureux envers Sato. Elle ne le quitte même pas des yeux, car elle craint qu'il ne s'implique avec des filles au hasard. Sato est désespéré de trouver une solution et exige que Montmorency crée un antidote au filtre d'amour. Montmorency maintient que la potion était initialement destinée à Gitch, mais Louis l'a bu sans l'écouter. Cependant, elle pense que l'effet de la potion s'estompera de lui-même et que Sato doit attendre et supporter ses émotions exacerbées pendant un certain temps. Eh bien, les effets mettront environ 1 mois à disparaître, donc il a une montagne à gravir. D'un autre côté, l'attachement croissant de Loyuse cause également des problèmes entre Sato et Siesta. Siesta est à juste titre mécontente de leur rapprochement et prend du recul. Sato fait des efforts pour lui faire comprendre. Alors, il lui explique tout au sujet de la potion d'amour.
Cependant, elle qualifie cela de pieux mensonge et s'en va. Un triangle amoureux a été initié dans la pièce. Louise est allongée sur le sol en chemise de nuit. Elle désire le faire avec Sato, mais il s'abstient de faire l'amour. Louise s'efforce de séduire Sato en exposant son corps. Elle croit que Sato s'intéresse à d'autres femmes parce qu'elle manque d'attrait. En tant que mec, je le soutiendrai aussi là-dedans. Quoi qu'il en soit, Sato affirme qu'il doit trouver la solution au plus vite. Mais Montmorency refuse d'aider tant que Sato ne sort pas un atout, la faisant chanter pour qu'elle l'aide. Il est vraiment déterminé à tout faire pour que Louise redevienne normale. Malheureusement, l'antidote nécessite un ingrédient très rare et inhabituel, l'alarme d'un esprit de l'eau. On le trouve dans le lac Dorian. Quand Montmorency hésite à apporter les antidotes, Sato réitère son avertissement. Ils finissent par se mettre d'accord et décident d'aller chercher cet ingrédient demain. Le soleil s'est couché et l'impact de la potion d'amour augmente. Elle force Louise à coucher avec Sato, ce qui le met mal à l'aise. Le matin, ils partent tous vers le lac, à la frontière de Gaelia. Le voyage sera long et prendra une demi-journée. Tout a un prix. Ils doivent donc faire face à ce pénible voyage pour y arriver. Gitch les a rejoints aussi, car il était très impatient de montrer son titre de chevalier après un long voyage. Ils en sont enfin proches. Montmorency remarque quelque chose d'inhabituel, soulignant que le niveau de l'eau est vraiment élevé, se souvenant que cet endroit n'avait pas cette apparence auparavant. De plus, les établissements sont également submergés, alors elle leur demande d'attendre un peu et d'attendre que l'esprit de l'eau se manifeste. Après le coucher du soleil, Montmorency utilise son familier, qui est une grenouille et s'appelle Robin, pour contacter son ancien ami. La grenouille suit ses ordres et plonge profondément dans l'eau avec une goutte de son sang. Elle espère que l'esprit reconnaîtra leur contrat et viendra la trouver. Elle explique tout à Sato et lui dit ce qu'ils doivent faire après son arrivée. Finalement, elle se montre et reconnaît le sang des Montmorency. Bien qu'elle rejette sa requête de céder une partie de son corps, c'est alors que notre garçon intervient, se mettant à genoux et demandant à faire n'importe quoi en échange de cette faveur. Là, Sato et Louise, éprises d'amour, sont conduits à entrer en contact avec le puissant esprit de l'eau qui inonde la terre de colère. Elle recherche son trésor volé et l'anneau de Vari. Malheureusement, sa recherche est entravée par des utilisateurs de magie agaçants. Sans hésiter, Sato se porte volontaire pour s'occuper d'eux. Avec Gitch à ses côtés, ils combattent les intrus. Ils élaborent une stratégie pour vaincre ces mages. Gitch utilise sa magie de la terre pour les distraire, mais il déjoue intelligemment son attaque. Sato surgit de nulle part, lançant une attaque rapprochée sur ces mages, mais ils le mettent également hors de combat. Ils sont sur le point de mettre fin à la vie de Sato quand Louise utilise sa magie pour les éloigner. C'est à ce moment qu'ils découvrent, à leur grande surprise, qu'il s'agit ni plus ni moins que de Kirsch et Tabitha. Un coup de théâtre pour tout le monde. Malgré cette révélation choquante, Sato promet d'aider l'esprit de l'eau à retrouver son précieux trésor. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur trésor leur soit rendu, et ils arrêteront leur plan à long terme, visant à recouvrir toute la planète d'eau. Lorsqu'on lui demande qui a pris son trésor, l'esprit répond qu'elle ne connaît que le nom d'une personne impliquée dans le vol, Cromwell. Sato lui promet de rapporter l'anneau qui donne la vie aux âmes artificielles, bien que tous ses amis soient contre, car ils pensent que c'est une tâche impossible pour eux. Malgré tout, Sato a déjà pris sa décision, ce qui impressionne l'esprit de l'eau. Elle croit les paroles de ce paysan et lui accorde l'ingrédient rare. Appelée l'alarme, elle leur dit que Gundolf a tenu sa promesse dans le passé lointain aussi, donc elle peut de nouveau faire confiance à Gundolf. Après cela, l'esprit promet de faire baisser le niveau de l'eau, ce qui arrange aussi Tabitha. Finalement, l'aura de la potion d'amour prend fin. Mais voici un autre problème. Louise se souvient de tout ce qu'elle a fait et dit pendant ce temps, ce qui la met extrêmement mal à l'aise. Louise s'en prend à lui quand quelqu'un saute par la fenêtre, et cette personne est la princesse Tristan. Pendant ce temps, un plan secret est élaboré pour faire tomber le royaume, et c'est Cromwell qui mène la charge. Nous allons assister à un thriller dans un avenir proche. Tard dans la nuit, la princesse se faufile dans la chambre de Louise. Louise est choquée et demande impulsivement quelle est l'urgence qui a poussé la princesse à se faufiler si tard. La princesse révèle sa décision de se marier en Germanie, car elle a décidé de sacrifier son amour pour le bien-être de son pays. Et une relation avec un pays relativement plus fort assurera la sécurité de son peuple. Tristan est un petit royaume qui risque toujours de s'effondrer.
Alors elle prévoit de sauver le royaume en établissant une alliance forte avec la Germanie, le pays des nobles supérieurs. Louise a vraiment le cœur brisé d'entendre cela, car elle sait que cela équivaut à sacrifier sa vie. La princesse n'est pas seulement là pour annoncer cette nouvelle, elle a plutôt quelque chose en tête pour récupérer un objet. À cet égard, Louise et Sato reçoivent une nouvelle mission qui pourrait faire ou défaire l'alliance de leur pays. Mais il y a un piège. Une lettre indiscrète qu'Henrietta a écrite au prince de Galles d'Albion doit être rapportée à la princesse. Si le contenu des lettres est divulgué, cela peut entraîner un rejet pur et simple de son mariage en Germanie. Sato est incapable de saisir ses affaires de royaume et le problème du mariage, ce qui lui vaut d'être battu par son maître. Il y a aussi un problème à ce problème. Albion est en état de guerre civile, car certains nobles ont provoqué un coup d'État, faisant tomber la famille royale de son règne, de sorte que la princesse ne peut pas s'y rendre en personne. Elle se met à pleurer, plaçant son espoir entre les mains de sa meilleure amie et de son esclave. Louise essaie de la calmer en lui disant qu'elle serait plus qu'heureuse d'accomplir cette tâche pour lui. Gitch entre. Il a entendu leur conversation et se propose d'aider Henrietta. Elle accepte immédiatement son offre car il est le fils du général Gaumont, ce qui rend le duo jaloux. Plus tard, alors que Sato est occupé à sa tâche habituelle de laver les culottes, Siesta s'approche de lui et s'excuse pour son comportement grossier de l'autre jour. Depuis que l'esprit de l'eau l'a appelé Gandalf, ces mots résonnent sans cesse dans son esprit. Sato demande à Siesta s'il y a quelqu'un qui a une connaissance approfondie de l'histoire et elle emmène Sato au professeur Colbert. Colbert explique qu'il existait en fait 5 types de magie, à savoir le feu, la terre, l'eau, l'air et le vide. La 5e partie manquante du Pentagone est la magie du vide, qui était le sommet de la magie légendaire. Et la personne nommée Gandalf était un mage du vide très érudit et un familier d'un mage du vide légendaire. Cependant, en l'absence d'autres mages du vide, il n'y a aucune information concernant Gandalf. De plus, il informe Sato que les runes sur sa main sont semblables à celles de Gandalf, mais il ne peut pas le confirmer sans la présence d'un utilisateur de magie du vide. Soudain, il sent quelque chose d'étrange dans une fiole, qui est du sang de dragon, et moi. Colbert a réussi à mettre la main dessus et essaie maintenant de le reproduire. Louise est très nerveuse et s'interroge sur sa capacité à mener à bien ce voyage. Elle n'a pas confiance en ses compétences ou en sa magie, mais Sato l'assure qu'il la protégera à tout prix. Le lendemain matin, Verdun, le familier de Gitch, attaque Louise en essayant de lui enlever la bague de princesse de sa main. Soudain, une rafale de vent mêlée de terre emporte cette taupe. Sauvant la dame, le type atterrit du ciel, portant une tenue élégante, chevauchant une créature mythique qui l'escorte pour ce voyage. Ward, capitaine de l'escadron des Griffons. Étonnamment, il est aussi le fiancé de Louise. Cette révélation rend Sato jaloux et mal à l'aise, tandis que Gitch est fasciné qu'il soit accompagné par le mage d'élite légendaire. Pendant ce temps, tourbillonnant autour des montagnes, ils atteignent le tristement célèbre village portuaire de La Rochelle, qui est taillé dans un seul rocher par de talentueux mages carrés. Wards décide de passer une nuit dans le village avant de partir en voyage demain. Ici, Louise et Sato se disputent, ce qui la rend vraiment triste. Au dîner, Wards interroge curieusement Sato sur les rumeurs qu'il a entendues concernant les événements. Du duel avec Gitch au combat contre Fouquet, il en vient à défier Sato pour un duel d'entraînement. Et Sato, déjà jaloux, accepte le défi. À notre grande surprise, il y a aussi un invité non désiré, également connu sous le nom de Tête Verte. Dans la pièce, Wards demande Louise en mariage, qui tremble devant cette proposition. Elle hésite un moment, mais Wards insiste pour l'épouser au plus vite. Pendant ce temps, l'épée révèle à Sato qu'il est en réalité Gundolf, et que depuis 6000 ans, elle n'a été utilisée que par Gundolf. Personne d'autre ne peut la manier de la même manière. Le lendemain matin, Sato se bat contre Wards. Mais il ne fait pas le poids face à Wards, qui le bat facilement et se moque de la promesse de Sato de protéger Louise. Sato a le cœur brisé. Il pleure abondamment sur un balcon. Louise essaie de le calmer en lui disant qu'il s'est battu avec le capitaine, donc il n'a pas besoin de pleurer pour ça. Mais Sato repousse plutôt Louise avec colère, en lui disant que sa maison lui manque. Tout simplement. En chemin, Louise informe Sato qu'elle a décidé d'épouser Wards, ce qui est un choc pour le garçon, qui a déjà le cœur brisé. Sato, qui a l'air indifférent, ressent une vive douleur au fond de son cœur en entendant cette révélation. Pendant ce temps,
Sato et Gitch sont pris dans une bataille avec Fouquet et son golem, ce qui les empêche de prendre le bateau. À l'inverse, Wards ment à Louise en lui disant que ses deux amis ont choisi de rentrer. Les choses commencent à sentir mauvais. Ils sont presque au quai, où le bateau est prêt à être embarqué et à partir d'ici, Wards informe Louise des troubles en Albion. En raison de la guerre civile, la famille royale a été chassée du palais et la noblesse contrôle la majeure partie du pays. Le prince Wales est le seul espoir de la famille royale, car il est le dernier lien de sang avec la famille royale. Alors que Sato et Gitch semblent perdre contre le golem géant, Kirsch et Tabata arrivent à leur rescousse, voyant les habitants venir les aider. Fouquet s'enfuit, laissant entendre qu'elle voulait seulement les retarder et qu'elle a déjà réussi. Une fois qu'ils ont chassé le golem, ils essaient de chercher le navire. Un monsieur au quai leur dit que le couple est parti ensemble, seul, affirmant que leurs autres compagnons sont retournés à l'école. Cela crée un sentiment de frustration chez Sato et il se précipite dehors pour monter à bord du navire. Mais il est trop tard car le navire a déjà levé l'ancre et ils peuvent le voir naviguer au-dessus d'eux. Sato est surpris de voir un navire volant. Alors il lui explique qu'Albion est un pays flottant libre. Je crois que ce garçon terrestre naïf pourra comprendre cela. Gitch soutient qu'ils ont été abandonnés et que Louise et son fiancé ont continué la mission. Au fond, Louise n'est pas satisfaite de son mariage avec Wards, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Étant un noble, il est la meilleure option pour Louise. Pendant ce temps, Sato soupçonne qu'ils ont été manipulés, reliant les points et pensant que Wards et Fouquet pourraient être complices. Ce qui signifie que Louise est en danger. Heureusement pour eux, le prochain navire partira le lendemain matin. Wards essaie d'obtenir des informations sur la cachette du prince, mais Louise, intelligente, lui dit qu'elle a fait une promesse à la princesse et qu'elle ne va donc pas la révéler. Ils atteignent enfin la terre flottante d'Albion et se dirigent vers le palais. Dès qu'ils entrent dans le palais, Louise et Wards sont encerclés par les gardes de tous les côtés. Le prince identifie Louise grâce à la bague qu'elle porte à la main, montrant sa propre bague au passage, et lui demande de joindre ses mains aux siennes et dès qu'elle le fait, tout s'illumine. Ce sont les anneaux qui se transmettent depuis des générations. Le rubis de l'eau et de l'air, une fois mélangés, donnent une teinte arc-en-ciel. Après les vérifications nécessaires, elle lui donne la lettre de la princesse et il remet la lettre secrète à Louise. Sa véritable allégeance est également révélée lorsqu'il se range du côté de Reconquista, un groupe responsable des troubles à Albion. Bien que ses motivations ne se limitent pas à Albion, ils désirent étendre leur influence à une échelle beaucoup plus grande. Wards tente de forcer Louise à une cérémonie de mariage qui légitimerait sa position au sein du groupe. Louise est impuissante à résister lorsque l'allié de Wards, Cromwell, utilise le contrôle mental pour la forcer à obéir. Comme on le pensait, tout s'écroule et nous avons nos criminels. Wards fait partie de cette organisation aussi, Cromwell y compris. C'est le moment où l'on révèle que Louise est une descendante d'un mage du vide légendaire, ce qui explique pourquoi elle n'a aucune magie élémentaire, alors que tout espoir semble perdu, et qu'elle était sur le point de dire oui à ce mariage forcé. Saito fait irruption dans l'église et libère son véritable pouvoir de Gandalf pour sauver Louise. Dans le chaos qui s'ensuit, Wards élimine le Prince Wales, et en plus de cela, il a réussi à voler la lettre. L'église s'effondre autour d'eux, mais Tabitha et les autres arrivent juste à temps pour secourir Louise et Saito. Alors qu'ils s'échappent, Saito tient Louise dans ses bras et partage un baiser passionné, confessant enfin son amour pour elle. Dans un retournement de situation choquant, Louise annonce la nouvelle dévastatrice du décès de la princesse Henrietta de Wales, entraînant l'annulation de son mariage. Dévastée par cet échec, Louise s'excuse auprès d'Henrietta de ne pas avoir produit la lettre qu'elle désirait. Les yeux remplis de larmes, la princesse serre son amie dans ses bras et la remercie d'avoir apporté les dernières affaires de son amant. Au milieu de la tourmente et de l'incertitude, Louise se confie à Osman au sujet de la menace imminente de la Reconquista, une force sinistre qui plane à l'horizon. Osman réalise le danger existant et la remercie de l'avoir signalé à temps. Louise se souvient qu'on la qualifiait souvent de descendante du vide et demande à Osman ce que cela signifie. À la surprise de Louise, Osman révèle l'existence de la magie du vide et de la créature mythique connue sous le nom de Gundolf. Cependant, les tensions montent rapidement alors qu'une autre dispute avec Sado éclate. Elle pense au baiser et au comportement normal de Sado, comme si rien ne s'était passé. Dans tout ce chahut,
L'élastique de la culotte de Louise se déchire et la culotte glisse le long de ses cuisses, ce qui l'embarrasse. Louise utilise son fouet pour punir son familier de ne pas avoir pris soin de ses affaires. Sado en a assez de supporter ces absurdités, alors il s'en va en colère. Il s'approche de l'énorme pot près du mur pour évacuer sa frustration. Il se remet en question sur le baiser qu'il a donné à Louise l'autre soir. À ce moment-là, Siesta arrive et annonce son retour dans sa ville natale. Sado l'interroge sur l'histoire de son arrière-grand-père, qui venait aussi d'un autre monde. Elle raconte l'histoire de 2 dragons qui sont apparus dans le ciel. L'un des dragons portait son arrière-grand-père, qui affirmait être venu au monde sur un dragon. Elle lui dit que c'est devenu un héritage familial et qu'il est conservé quelque part dans son village natal. Mais elle ne l'a jamais vu. Sado demande à Siesta de l'emmener chez elle. Au village de Taube, on dirait qu'il a quelque chose en tête, surtout après s'être souvenu du sang du dragon, qui ressemblait plus au carburant d'un moteur. Je suppose que vous avez tous la même chose en tête. Kersh. Tabitha et Gitch écoutaient leur conversation et ils décident de les suivre au village pour trouver le dragon, ainsi qu'un trésor. En cherchant Sado, Louise tombe sur l'endroit précis où elle a invoqué son familier pour la première fois. Elle perd la tête à cause des moments qu'elle a passés avec Sado pendant cette période. Soudain, elle remarque que Sado quitte le portail avec Siesta à cheval. Elle devient jalouse et se dirige vers le chef cuisinier, qui informe Louise du départ soudain de Siesta pour son village. Louise en déduit rapidement que Sado a dû l'accompagner et elle décide de se rendre au village avec le professeur Colbert, qui se rend également au même village à la recherche du dragon. Sado et Siesta naviguent à travers un terrain dangereux et des obstacles inattendus, se frayant un chemin vers le village tant attendu. Siesta se rend chez elle pour découvrir l'emplacement exact de l'héritage sacré et du trésor, tandis que Sado décide d'attendre à la périphérie du village. Il se sent si heureux et à l'aise avec elle, et cela se voit à l'éclat de son visage. Il n'arrive pas à se remettre de sa gentillesse et de son éthique. Elle finit par revenir avec une carte qu'elle a sortie en secret de la remise. Elle l'informe qu'elle est connue sous le nom de Robe du Dragon, et que son arrière-grand-père utilisait cette terre ici. Ils sont concentrés sur leurs tâches quand Kurt les interrompt soudainement, ce qui leur fait peur. Eh bien, elle n'est pas seule, car elle a aussi amené Gitch et Tabitha. Ils se dirigent vers la grotte indiquée sur la carte. Marchant dans la grotte noire comme la poix, ils cherchent le dragon avec leurs objectifs cachés. Soudain, ils entendent des pas, ce qui les alerte et ils s'avertissent mutuellement du danger. Sans surprise, c'est M. Colbert, qui est également là pour en savoir plus sur le dragon. Le professeur les informe de sa mission. Pendant que Louise et Saito sont occupés à se battre, curieusement, le tunnel débouche de l'autre côté de la grotte, où se trouve une maison d'apparence misérable. L'épitaphe gravée sur sa surface révèle une vérité surprenante. Le dragon qu'il recherche n'est autre qu'un avion japonais de la Seconde Guerre mondiale, piloté par l'arrière-grand-père de Siesta qui avait été transporté à Alkeginia lors de l'éclipse solaire. Le cœur de Saito s'alourdit en trouvant sa langue maternelle sur la pierre. C'est la première chose dans ce monde qui le ramène à son pays. Après avoir regardé de plus près, notre garçon est certain que cela vient de son monde. Il est maintenant sûr que Siesta est également d'origine japonaise. Le professeur Colbert affirme que si cet avion a amené son grand-père dans ce monde pendant l'éclipse, il pourrait peut-être ramener Saito dans son monde lors de la prochaine éclipse solaire. La peur de perdre Saito envahit Louise en entendant leurs spéculations. D'un autre côté, pour la première fois, Saito est optimiste quant à la possibilité de retrouver son chemin vers son foyer. Bien que ce ne soient que des suppositions, c'est sa meilleure chance de retourner dans son monde. Au palais, la tristesse règne car les fiançailles ont été annulées et le contenu de la lettre a été rendu public. La famille royale a accepté son destin. Albion déclare la guerre à Tristan alors qu'il rentre l'avion à l'école. Saito monte dans l'avion après avoir demandé à M. Colbert de développer plus d'essence. Pendant ce temps, Albion a lancé son plan et ils veulent utiliser Tristan comme tremplin pour conquérir le reste du continent. Ils commenceront leur assaut dans 3 jours. Lors de la prochaine éclipse solaire, Saito informe Louise de son intention de rentrer chez lui dans 3 jours, car l'éclipse solaire aura lieu dans 3 jours. Il s'attendait à ce que Louise exprime ses sentiments. Au lieu de cela, Louise répond froidement que c'est son choix, agissant comme si elle se fichait de sa décision. Cela lui brise le cœur, car il voulait son soutien dans cette situation. En fait, Louise a agi avec force pour cacher ses sentiments.
La réaction insensible de Louise a laissé une blessure dans le cœur de Saito et il semble que leur relation soit peut-être irrémédiablement brisée. Au palais, les nobles planifient la bataille à venir. La plupart d'entre eux pensent qu'ils n'ont aucune chance contre Albion. La princesse les réprimande pour leur attitude couarde. Henrietta maintient que la reddition n'est pas une option et qu'elle mènera elle-même l'attaque. À l'Institut, Osman rassemble les étudiants pour les informer de la guerre imminente et les encourage à participer, car l'école sera fermée pour une durée indéterminée. Cette nouvelle provoque une onde de choc dans la pièce, laissant les jeunes garçons dans la peur, pour ajouter à la sombre réalité de leur situation. La guerre entre Albion et Tristan semble inévitable. Henrietta doit donc faire appel aux garçons de l'Académie pour qu'ils rejoignent son armée. Au milieu du chaos des préparatifs, Louise tombe sur Saito endormi et décide de lui faire ses adieux. Le lendemain matin, Saito se réveille et trouve une lettre de Louise indiquant brutalement qu'il est renvoyé et qu'elle se fiche de ce qu'il devient. Cela inquiète Saito et il se lève brusquement pour la retrouver. Il consulte Kersh, qui pense qu'elle doit être au palais avec la princesse Henrietta. Saito est face à un dilemme. Il essaie de déterminer si ce monde est digne de lui. Il pense qu'il n'y a aucune raison pour lui de participer à cette bataille, car il ne vient pas de ce monde, et qu'il devrait donner la priorité à son départ d'ici le plus tôt possible. Cependant, les souvenirs de son temps avec Louise le font remettre en question sa conscience. Le jour est enfin arrivé, commençant avec l'arrivée de vaisseaux aériens d'Albion. Pendant ce temps, Saito prépare l'avion après avoir obtenu 4 à 5 réservoirs d'essence de Meu Colbert. Alors que la guerre commence, Saito s'envole dans son chasseur zéro ultra rapide tandis que Louise rejoint l'armée de la princesse. Les deux camps s'affrontent dans une bataille acharnée. Le combat est largement dominé par Albion, et il semble que Tristan soit sur le point de subir une défaite humiliante aux mains d'Albion. Mais l'équilibre bascule rapidement du côté de Tristan quand Saito entre dans la bataille à bord de son avion de chasse. Il manœuvre l'avion avec une telle précision qu'il est presque impossible pour les adversaires d'anticiper ses mouvements. Les tirs précis éliminent un dragon après l'autre. Lors de l'affrontement contre les gardes, Saito se retrouve bloqué, sans munitions pour se défendre. Mais avec une détermination imprévue et l'épée magique à ses côtés, il affronte les gardes. La bataille devient intense entre eux, dans les airs et au sol. Fouquet cause des problèmes en utilisant le golem. Kersh, Tabitha et Gitch combinent leurs attaques pour créer une force d'attaque combinée. L'alchimie agit sur le golem, le transformant en sable. Louise finit par établir une connexion émotionnelle avec Saito et libère son véritable potentiel. Les runes dans les mains de Saito commencent à la réveiller. L'épée ordonne à Gundolf de lui faire gagner du temps car la magie du vide a besoin de temps. Finalement, le moment arrive, déclenchant un puissant sort connu sous le nom d'explosion qui décime la force aérienne d'Albion en un seul coup. Malheureusement, l'éclipse solaire est passée, mettant fin à l'espoir de revenir chercher Saito. Le trio réussit à éliminer l'ordure de Cromwell aussi, récupérant l'anneau légendaire. Au milieu de la jubilation de leur victoire, l'anime se termine par leur baiser passionné, avec lequel Saito et Louise forment un nouveau lien. Les choses s'améliorent pour tout le monde, et chacun reprend le cours normal de sa vie. Saito accepte aussi cet endroit comme son foyer pour l'instant, car il n'a plus aucun espoir de rentrer chez lui pour le moment. Voilà qui conclut le résumé de l'anime. Comme toujours, si vous voulez que je continue la série, faites-le moi savoir ci-dessous et je me tire.